Bonjour à chacun pour cette discussion où nous prenons le temps avec un auteur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Déborah Decker. Bonjour Déborah. Bonjour David, c'est un plaisir pour moi aussi de parler avec un représentant de la francophonie. Et oui, parce que nous sommes entre francophones ce matin, puisque tu nous viens de Belgique. Oui, donc c'est cet intéressant petit pays où nous avons trois langues nationales. Donc, en plus du français qui est parlé dans la partie sud, en Wallonie et dans la capitale, à Bruxelles, nous avons aussi le flamand qui est parlé aussi à Bruxelles dans la partie supérieure qui s'appelle la Flandre. Et on a même ce qu'on appelle les cantons rédimés. Ça veut dire que ces braves cantons ont été rachetés, on les a rattachés une fois à gauche, à droite. Et donc là, D'accord? on y parle encore, c'est du côté de Eupen-Malmedy, on y parle l'allemand. Donc, quand notre roi nous fait son discours lors de la journée nationale, c'est le 21 juillet chez nous, il nous parle trois langues pour être sûr de ne laisser personne sur le carreau. Voilà, voilà. Très bien. Bon, avant qu'on entame directement notre sujet, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Absolument. Donc, moi, je suis donc une vraie Belge avec une maman qui venait de francophonie. Même mes grands-parents venaient du sud de la Belgique, voire très proche de la frontière avec la France. Et du côté de mon papa, papa était d'origine flamande et les grands-parents venaient de la Zélande, c'est-à-dire le sud des Pays-Bas. Et donc, moi, Mhm, j'ai un peu grandi entre Bruxelles et Anvers, puisqu'on rendait visite à mes grands-parents, oncles, tantes, cousins, environ tous les 15 jours. Donc, on fait Bruxelles-Anvers. Euh, et donc, j'étais très motivée à apprendre l'autre langue nationale, en fait, pour pouvoir jouer avec mes cousins, sinon c'était très frustrant, on ne se comprenait pas. Donc, je dis ça parce que euh, c'est rare que... Enfin, j'ai eu des amis en Wallonie aussi, certains connaîtront Jean-Antoine, qui est aussi un auteur. Et c'est grâce à lui que j'ai mieux découvert la Wallonie, parce que alors j'ai fait des Bruxelles-Liège aussi, et je me suis dit, ah oui, quand même, la Wallonie, c'est pas tout à fait la même chose que la Flandre. Et donc souvent, quand je parle avec Jean-Antoine, on dit, ben, c'est intéressant ton point de vue de francophone wallon, hein, ça c'est mhm, celui de Jean-Antoine, avec moi, mon point de vue de francophone, mais bilingue et avec un cœur aussi pour la Flandre, ça mhm, conduit à des perspective, enfin, j'ai un amour de cœur pour le pays qui se configure un petit peu différemment, une compréhension pour les challenges des différentes parties de ce petit pays. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai étudié? J'ai étudié en Belgique, on appelle ça philologie romane, c'est langue et littérature française et espagnole. J'ai étudié pour être prof de français pour les 15-18. J'en ai retenu un grand amour pour les livres et la poésie. Mais je ne pratique pas ce métier, donc ce sera trop long d'expliquer pourquoi. Mais donc, j'ai gardé, je suis très formatée dans le bon sens parce que j'ai étudié, mais je travaille pour la région bruxelloise en tant que fonctionnaire et donc j'apprends beaucoup de choses sur le fonctionnement de mon joli pays en faisant cela. super. Et donc, vous l'aurez compris en nous écoutant, c'est que nous allons parler de la Belgique que tu aimes tant. Euh, il n'est pas toujours facile de donner l'acte de naissance d'un pays. Quand est-ce qu'est née la Belgique? Dans quelles circonstances? Alors, la Belgique en tant que nation européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née en 1830, mais elle est née, si on peut dire, en deux temps. Donc, on est le résultat de la défaite de Napoléon à Waterloo. Donc, ça, c'est en 1815. Et donc, il faut s'imaginer hein, les guerres napoléoniennes que les Français connaissent probablement encore mieux que les Belges. Elles ont enflammé toute l'Europe jusqu'en Russie. Donc, il y a toute une génération de jeunes soldats autour de la vingtaine qui ont répandu leur sang hein, Mhm, sur tous ces territoires entre France et Russie. Et à un moment, la bataille décisive qui a vu la défaite de Napoléon, mais ça aurait pu tourner différemment, c'est juste qu'elle a vu la défaite de Napoléon, elle s'est jouée dans un petit village qui s'appelait Waterloo, et qui est donc situé sur le territoire de la Belgique actuelle. C'est juste en dehors de Bruxelles. Jusque-là, ben, Waterloo n'avait rien pour se faire fort connaître, c'est juste que aujourd'hui, si tu vas à Waterloo, il y a des musées qui te permettent de reconstituer tout ce qui s'est passé le jour de l'affrontement entre les troupes françaises
D'ailleurs, il y a le film Napoléon qui vient de ressortir. Je ne l'ai pas encore vu, mais peut-être de Ridley Scott, ça pourrait peut-être valoir la peine de voir comment tout ça est raconté. Mais donc, il y avait face à Napoléon, pour l'arrêter, donc une coalition d'États. Les Anglais étaient à la tête, donc c'est le duc de Wellington qui a mené les troupes et qui a finalement pris la victoire. Mais il y avait là-dedans des Autrichiens, des Prusses, des Russes, enfin beaucoup de nations d'Europe se sont liguées pour arrêter Napoléon. Et donc, au lendemain de cette défaite napoléonienne, qui était une vraie boucherie, hein, donc Hmm. euh, en 4 jours, à Waterloo, il y a eu 100 000 tués et ou blessés. Donc, bien sûr, il y a eu des endroits où il y a eu plus de morts que 100 000, mais en 4 jours, ça veut dire que par journée, il y a quand même un nombre important de personnes qui sont tombées. Euh, donc, on est né dans un bain de sang, si je peux dire. Donc, Waouh. notre petit pays d'abord a été copieusement arrosé de sang. Enfin, on n'était pas encore un pays, la région a été arrosée de sang à Waterloo. Et puis, ben, c'était, je pense, un traumatisme pour tout le monde, y compris les troupes qui ont pris la victoire et se sont dit plus jamais ça, hein, comme souvent Hmm. dans des cas pareils, plus jamais ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Et ils sont venus avec l'idée de construire une petite zone tampon. Alors, en anglais, c'est buffer zone. On voit un peu ce que c'est un buffer, hein. C'est comme mon airbag dans la voiture. C'est-à-dire que s'il s'active, ma tête est sauvée, mais l'airbag on prend des coups. Eh ben, une petite zone tampon, c'est le principe de l'airbag. Donc, ils se sont dit, particulièrement, je pense, les Anglais, qui n'avaient plus du tout envie de se trouver face à des troupes françaises en bataille comme avec Napoléon. Ils se sont dit, bon, on va mettre une petite zone là comme ça entre l'Angleterre et la France. Je pense que c'était aussi une histoire de canon, que si les canons étaient pointés de la France vers l'Angleterre, s'il y avait cette zone tampon, ils seraient pointés moins directement sur eux, je pense. Et donc, en fait, ce sont des choses qui sont enseignées à l'école. Moi, j'avais, je pense, 10 ans, 10, 11 ans, quand on te dit à l'école primaire, on t'enseigne comment ton pays est né, on te dit la Belgique est née en tant que zone tampon. Je me souviens que j'ai pas compris le principe de la zone tampon, mais j'ai pas trop osé lever ma petite main pour dire, écoutez, madame, c'est quoi une zone tampon? Je pense que les explications avaient été peu claires. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à ma maman, ah, maman, c'est quoi la Belgique, elle est née comme zone tampon? Ma mère, très embarrassée, qu'est-ce qu'on peut dire, un enfant de 10 ans, est aussi venue avec une version un peu édulcorée. Donc, ça a donné en gros, eh ben, c'est une zone qui fait tampon, donc elle amortit les coups. Et vu l'air penaud de ma mère, je n'ai pas creusé, mais donc je peux imaginer, enfin aujourd'hui je me dis, j'ai une grande compassion pour mon pays qui est né en tant que zone tampon pour amortir les coups, c'est-à-dire que nous, on va s'en prendre plein la tronche, si je peux dire, Hmm. puisqu'on est là pour amortir les coups. Voilà, donc ça c'est 1815, donc ils prennent un petit bout de France, ça c'est intéressant pour les francophones qui nous écoutent, ils prennent un petit bout du territoire français, ils prennent un petit bout du territoire des Pays-Bas, ils collent ça, ils disent voici la Belgique. Et comme eux-mêmes ne sont pas certains que la grève va prendre, ils nous mettent sous protectorat du roi Guillaume II des Pays-Bas. Hmm. Et voilà. Donc, je crois que ça s'appelait le Royaume-Uni de Belgique au moment où ils l'ont manufacturé. C'était quand même un grand challenge puisque les gens ils parlaient français dans la petite partie qu'on avait pris à la France et parlaient néerlandais dans la petite partie qu'on avait pris aux Pays-Bas. Donc ces gens ne Mhm. se comprenaient pas bien entre eux. Et en plus, la séparation entre les groupes, hein, le français fait partie des langues romanes avec l'italien, l'espagnol, le néerlandais fait partie des langues germaniques avec l'anglais, l'allemand. Donc c'était un mur de division entre c'est une frontière linguistique qui remontait presque à l'époque romaine. Donc essayer de faire Hmm. de la colle avec ces deux bouts-là, c'était pas gagné. Et c'était à ce point pas gagné que 15 ans après, les gens locaux là, qui ont demandé de faire pays ensemble, ils ont eu un peu assez d'être sous ce roi des Pays-Bas. Et donc il y a eu une révolte pour jeter l'occupant hollandais dehors, ce qui a eu lieu Hmm. en 1830, 15 ans après. Et donc, la date officielle de la naissance du Royaume de Belgique, donc nous sommes une monarchie constitutionnelle, et ben c'est 1830.
Mais je dis Mhm. que c'est un espèce de double sursaut. Quelque chose se passe en 1815, ce bricolage ne marche pas tout à fait. Donc c'est en 1830 notre date officielle de naissance. Mais si tu veux, hein, c'est toujours amusant pour le Belge qui étudie un peu de latin. Hein, César la guerre des Gaules, donc on lui dit bien Horum omnium fortissimi sunt Belgae, c'est là qu'apparaît pour la première fois notre nom de Belge, et ça veut dire de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves, ce qu'on est toujours très content de dire. La suite de la phrase est moins glorieuse, en fait ils sont les plus braves parce qu'ils sont les plus barbares, les Mhm. plus belliqueux, les plus sauvages. Astérix et Obélix, le seul petit village qui résiste encore, c'est nous. On s'y prend, on tape sur le romain. Donc, euh, donc voilà, c'est pas parce qu'en tant que nation, on n'existe que depuis 1830 qu'il ne s'est pas passé des tas de choses sur le Mhm. territoire qui est celui de la Belgique Oui. aujourd'hui. Et tu parlais d'une petite partie du territoire français qui avait été pris. Est-ce que Liège et Tournai ont été françaises à une époque ou pas du tout? Alors, écoute, oui, mais si on remonte très très loin au traité de Verdun en 843, dont tu m'avais entretenu, on a les petits-fils de Charlemagne qui reçoivent chacun un bout hein, Mhm. de l'empire de leur grand-père. Et au milieu, il y a un territoire qu'ils appellent la Francie médiane. Donc par médiane, on dit bien qu'elle est au milieu, donc elle a une voie un petit peu en sandwich, en zone tampon, oserais-je dire, entre deux autres. Et là-dedans, dans cette Francie médiane, ça part de la mer du Nord, ça descend jusqu'à la Méditerranée. Il y a la Frise, c'est-à-dire un bout des Pays-Bas aujourd'hui, la Provence, la Bourgogne, Rome, Aix-la-Chapelle, et là-dedans, il y a Liège également. Donc Liège, donc on dit que Charlemagne, il serait né un Tout à peu en fait. dehors de Liège, à Herstal, qui est juste à côté de Liège. Donc oui, Liège a été, alors je sais pas, en tout cas Liège a été francophone. Et aujourd'hui, Liège, dont vient mon ami Jean-Antoine, est toujours fort attaché à la France et je sais qu'il célèbre presque davantage votre 14 juillet. Donc, Mhm. ils ont des feux d'artifice et ils font la fête le jour de la fête nationale française et à mes yeux, ils la font un petit peu moins le jour du 21 juillet. Mais c'est peut-être parce que je ne descends pas à Liège assez souvent, mais en tout cas, j'étais étonnée, j'étais là un 14 juillet à Liège et je me dis, mais c'est quoi ces feux d'artifice? Et on m'a dit, mais en fait, la fête nationale française. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on l'a presque oublié, mais Charlemagne, comme son père, Pépin le Bref, sont nés dans cette région de Liège. Clovis, bien avant eux, était né dans celle de Tournai, aussi en Belgique actuelle. Mhm. Euh, est-ce que, en forme de boutade, est-ce qu'on pourrait dire que le Belge a été un envahisseur qui s'ignore? Ou alors, est-ce que les Français sont victimes du plus grand syndrome de Stockholm du monde? Alors, je pense que je le dirais un peu différemment. Je dirais que ce qu'on appelle belge aujourd'hui, et vous, Français, nous avons eu une communauté de territoire et une communauté d'histoire pendant plusieurs siècles. Et c'est Mhm. intéressant de le savoir. Donc, je ne saurais pas dire qui a envahi qui, hein, parce que donc, effectivement, si tu as l'impression qu'un territoire fait partie de toi au moment où tu essaies de le récupérer, est-ce que tu envahis? C'est compliqué. Mais donc, notre territoire de Belgique a euh, une communauté d'histoire pendant un long moment avec la France aujourd'hui. D'ailleurs, quand je dis la Francie médiane, elle, elle couvrait la Provence et la Bourgogne. Donc à cette époque-là, notre territoire Oui. de Belgique aujourd'hui et le territoire de la Bourgogne et de la Provence et Aix-la-Chapelle étaient un même territoire. Mhm. On aurait eu un moment assez glorieux, je trouve, la période bourguignonne, entre 1350 et 1450. Nous formions un territoire, donc le duché de Bourgogne à l'époque recouvrait plus ou moins la Belgique actuelle, euh, une partie de la Bourgogne actuelle, et donc c'était une période glorieuse, c'était la période des téméraires. Il y a un Belge qui s'appelle Bart Van Loo. Il l'a écrit en flamand, mais c'est déjà traduit. C'est un best-seller et ça se vend bien dans les librairies françaises. Qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Téméraires.
quand la Bourgogne défiait l'Europe. Donc Mhm. ce petit duché était indépendant et faisait peur. Enfin, quelque part, il était l'enjeu au moment des guerres entre France et Angleterre. Les deux voulaient que Oui. la Bourgogne les rejoigne parce que c'était des gens puissants. Il faut penser Charles le Téméraire, Philippe le Bel. Ça correspond à une période de grande prospérité de notre territoire de Belgique, une Mhm. période où le mysticisme flamand avec Jan van Rensbroek a fleuri. Donc il s'est passé de bien belles choses sur notre territoire au moment où nous faisions territoire commun avec votre Bourgogne. Mhm. Et est-ce que tu parles justement de ces mystiques? Est-ce que tu peux revenir aussi par rapport à cette zone? Parce qu'à cette époque-là, on peut dire une zone de la Belgique, c'était pas, elle n'existait pas encore, mais quand est-ce que la chrétienté est arrivée? Quand est-ce que l'évangile est arrivé en Belgique? Alors, c'est toujours suivant le périmètre qu'on prend pour la Belgique. Donc, euh, il y a une première évangélisation apparemment au IVe siècle, donc quand on n'existait pas en tant que nation de Belgique, mais que les territoires actuels étaient déjà en vie, hein. Donc apparemment, ce sont des évêques, je pense, un saint materne et un saint Servet qui seraient venus évangéliser du côté de Tongres, Maastricht, Liège. Donc ça, c'est un premier moment où l'évangile nous a atteints, quand c'était un peu la période gallo-romaine. Mhm. Euh, et puis apparemment, au 7e siècle, on a eu Saint Lambert. Donc lui, il est assez connu, il était évêque de Liège et il a été assassiné en 713 sur la grande place sur la place de Liège où se trouvait la cathédrale à l'époque. Donc, on a oui, ces saints qui viennent, enfin, ils étaient appelés saints à l'époque et évêques souvent. Euh, Apparemment, Saint-Lambert a été instrumental pour asseoir le pouvoir de la famille de Charlemagne, qui Mhm. aurait eu alors son palais à Herstal. Donc, on parlait de la naissance de Charlemagne juste à côté de Liège. Donc, il aurait eu son palais à cet Mhm. endroit-là, ce qui veut dire que donc Charlemagne, c'est aussi celui qu'on identifie comme le premier empereur qui avait un projet pour l'Europe. Ben, donc ça s'est passé effectivement du côté de nos contrées, je peux dire comme Mhm. ça. Que dire encore? Oui, Bruxelles. Pour Bruxelles, donc c'est aussi un saint. Donc Bruxelles, la naissance de cette ville a eu lieu, donc elle était au confluent de deux petites rivières, dont une qui s'appelle la Seine, rien à voir avec votre grande Seine à Paris. Et donc cet homme-là s'appelait Saint Géry, et donc ça venait de Gogéricus, qui veut dire le joyeux. Apparemment, c'était un saint joyeux. Euh, qui avait une onction pour guérir les maladies, en particulier les maladies de peau et pour les délivrances. Donc, une légende, donc c'est un personnage historique, mais aussi une légende autour du fait qu'il aurait vaincu un dragon à Bruxelles. Et donc, ce saint a été instrumental pour développer une forme de vie chrétienne dans ce qui deviendrait Bruxelles par après, et donc qui a été instrumental aussi pour l'implantation d'une communauté religieuse qui se développera pour devenir la cathédrale de Saint-Michel et Gudule qui existe toujours aujourd'hui. Donc ça, Saint-Géry, c'est aux environs de l'an 600. Mhm. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce Saint-Géry, il était allé de son vivant faire un pèlerinage sur la tombe de Saint-Martin de Tours. Voilà, si on essaie un peu de D'accord. voir pour les gens plus mystique ou prophétique, Saint Géry, qui a été instrumental pour la naissance de Bruxelles, avait été honoré Saint-Martin de Tours. Mhm. Et Euh, un peu plus tard, pendant la période de la Réforme, quelle a été la place? Comment ça s'est passé en Belgique? alors, c'est à la fois une période super glorieuse et super dramatique, le moment de la réforme protestante sur nos territoires. Donc, Luther, voilà, rappelons-nous qu'il n'avait jamais eu comme projet de pardon, je prends un petit peu d'eau, de limonade, pardon. Il n'avait
pas eu comme but, hein, de commencer une nouvelle religion. Il voulait réformer Mhm. la précédente avec ses 95 thèses. Le pape n'a pas apprécié l'acheté d'or et de facto, euh, ceux qui suivaient Luther sont devenus des réformés ou des protestants. Et en fait, Luther était à la base un moine augustinien. Donc, ses écrits se sont répandus, sans surprise, dans les monastères augustiniens. Et il y en avait un à Anvers. Il y a d'ailleurs toujours une rue des Augustiniens à Anvers. Et là, il y avait trois moines qui probablement recopiaient les écrits de Luther ou les traduisaient. Et donc, alors qu'ils étaient occupés à lire les écrits de Luther, ils ont été convaincus par les thèses de Luther et ont embrassé la réforme également. Alors, Mhm. on peut imaginer, comme ils étaient des moines augustiniens, donc on peut dire hein, tout le monde était catholique jusqu'à l'arrivée de Luther, ça n'a pas nécessairement plu à l'orthodoxie catholique de l'époque, qui leur a demandé d'abjurer leur foi, donc de renoncer à ces idées iconoclastes de la Réforme. Et ils n'ont pas voulu. Donc, Mhm. c'est tellement convaincus, ils ont pas voulu abjurer. Et donc, ça a conduit à, bon, on les amène de Anvers à Bruxelles, sur la grande place de Bruxelles. Ils sont trois, je pense, le troisième, en fait, a abjuré. On ne va pas lui jeter la pierre. Moi, je ne sais pas ce que je ferai au moment où on me dit euh, l'amour sous la vie, en gros, ou ta foi Mhm. ou la vie. On espère tous qu'on dira, ah, mais bien sûr, je vais dire, je garde ma foi, mais enfin, euh, voilà, donc c'est un des trois a abjuré et les deux autres, il faut imaginer, hein, c'était des jeunes gens d'une vingtaine d'années, ils ont dit, bah non, on ne peut pas faire ça, hein, on ne peut pas abjurer notre foi. Et Mhm. donc, ils ont été brûlés vifs sur la grande place de Bruxelles. Ils ont, paraît-il, chanté des cantiques jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, c'est quand même un témoignage assez incroyable. Mhm. Et donc, ce sont les premiers martyrs de la Réforme. Ils sont tombés sur la grande place de Bruxelles, ce qui est, je pense, quelque chose qu'on ignore. Enfin, Mhm. on ne sait pas suffisamment. Et c'était exactement il y a 500 ans. C'était un 1er juillet, le 1er juillet 1523. Et donc, le 1er juillet dernier, euh, catholiques et protestants ont célébré, enfin, ont commémoré, je ne sais pas si on peut dire célébrer, mais ils ont commémoré le, oui, que ces deux hommes avaient donné leur vie pour leur foi. Donc, il y Mhm. avait des représentants de la ville de Bruxelles, du synode protestant, un moment d'un catholique a rejoint également. Des représentants de l'Église persécutée dans d'autres continents sont venus aussi pour dire combien la Belgique pouvait être fière quoi, d'avoir eu des martyrs qui n'ont pas abjuré leur foi. Ouais. Voilà, mais donc ces deux-là, voilà, s'appelaient Henrik Woes et Jan van Essen, ce sont des bons noms flamands. Mais donc en plus d'eux, des centaines de protestants ont été, genre, je sais plus, oui, je pense qu'ils ont été brûlés sur la grande place de Bruxelles. C'était autant pour raisons politiques que religieuses, je pense, que le protestantisme a déplu dans nos régions. Donc, à Mhm. cette époque-là, il y a eu jusqu'à 20% de protestants, ce qui est énorme. Mhm. Donc, la réforme prenait bien dans nos contrées. Il y avait des nobles, les comtes d'Egmont et de Horn, qui étaient des gens lettrés et donc qui avaient aussi pas mal d'influence, qui étaient. Alors, il y a toute une discussion, est-ce qu'ils étaient protestants? En tout cas, ils étaient extrêmement sympathisants du protestantisme. Donc Mercator, qui nous a dessiné hein, le planisphère, était un protestant, Marnix de Saint-Aldegonde, donc il y avait tous des gens extrêmement instruits. Donc on peut dire aujourd'hui, les gens qui étaient sur les 7 montagnes d'influence étaient en train d'embrasser le protestantisme, ce qui ne faisait pas du tout le beurre de Philippe II, le fils de Charles Quint, hein, Mhm. l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, qui était catholique.
Et donc, il y a apparemment autant pour crainte politique que notre petit territoire ne se rebelle que pour crainte euh, religieuse, n'a pas trouvé ça plaisant du tout et nous a envoyé la Sainte Inquisition espagnole. Je dis toujours, Ok. pour moi, il y a oxymore et contradiction dans les termes. Je ne sais pas en quoi une inquisition qui va tuer les gens est sainte, mais c'est comme ça qu'il l'appelait. La Sainte Inquisition espagnole est venue nous mettre au pas. Et voilà, donc les bûchers de l'Inquisition, ils ont bien flambé en Belgique, donc pas seulement à Bruxelles, à Anvers, Hmm. à Gand. Donc, c'est une période assez terrible, hein. Enfin, la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre, je vais peut-être le montrer avec Ouais. donc Belgique revient à la vie, guérir le cœur de l'Europe, euh, donc avec les couleurs du drapeau belge, avec beaucoup de sang. C'est c'est un ami qui est peintre, qui a fait une réadaptation, une revisite du drapeau belge. Donc il y a beaucoup de sang qui a coulé. Et en même temps, on peut se dire, il y a des gens qui se sont battus pour leurs convictions, et là, en demeurant l'évangile. Un bel héritage spirituel que généralement le Belge ne connaît pas suffisamment. Et je Mhm. pense le reste de l'Europe, probablement pas tout à fait vraiment non plus. Donc, comme on parle beaucoup de déboucher les pluies du réveil, de se rappeler son héritage, je me dis, bon, ben, on va aider le Belge à se rappeler Hmm. de son héritage aussi. Hmm. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond, et puis il m'en reste encore quelques-unes. Hmm, J'ai, on reparlera de ton livre, et puis hmm, on mettra en dessous, en description de la vidéo, l'endroit où les gens peuvent se le procurer. hmm, Mais là, on a vu les parties de l'histoire où la Belgique a subi un petit peu son histoire, on peut le dire. Il y a, mais malheureusement, il y a aussi quelques siècles plus tard, euh, hmm. peut-être une histoire pour laquelle on connaît un peu plus la Belgique à l'international, c'est par rapport au Congo. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, pour ceux qui connaissent pas vraiment cette histoire? On sait qu'il y a un rapport entre la Belgique et le Congo, mais comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé? Tu peux nous décrire un Oui. petit peu? Oui, donc on disait 1830, la Belgique naît, enfin après avoir jeté d'or les Hollandais. Et donc là, de nouveau, comme c'est pas évident que ces deux bouts de territoire qui parlent pas la même langue fassent unité, Hmm, faut chercher un roi. Et le seul prétendant qui se présente et qualifie, suivant, hein, rappelons-nous que c'était les Anglais qui avaient pris la victoire à Waterloo. Donc c'est Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha. Donc avec un nom pareil, Saxe, il est d'origine allemande. Et il est bien dans les petits papiers de la reine Victoria. Je crois qu'ils sont apparentés, cousins ou quelque chose comme ça. Donc lui, il plaît bien aux autres monarchies. Alors, rappelons que c'est une zone tampon, donc hmm, la Belgique n'est pas en autodétermination de ce qu'elle va faire. Les nations d'Europe se concertent et lui trouvent ce roi d'origine allemande. Euh, et donc, comme il vient d'Allemagne, il est plutôt protestant, mais donc un protestantisme libéral, on dira, hein, on ne peut pas vraiment dire que ce roi était né de nouveau, mais donc il était d'arrière-plan protestant. Et donc, il a comme fils Léopold II, hein, sans surprise, Léopold Ier a comme successeur Léopold II, et c'est ce Léopold II qui va avoir ces projets d'avoir une colonie du côté de l'Afrique. hmm, Donc Léopold II, il est connu à la fois comme le meilleur des rois et le pire des rois. Donc le meilleur des rois, donc rappelons-nous, c'est une petite nation naissante, un peu tout à construire. Donc il va les grands axes de Bruxelles, arborés, larges, euh, qui plaisait beaucoup à la bourgeoisie, ben, c'est Léopold II, le roi bâtisseur, c'est un des noms sous lesquels il est connu, qui va être instrumental pour que ces axes soient tracés. Le cinquantenaire aussi, hein, une espèce d'arche pour commémorer les 50 ans d'existence de la Belgique. Et toute une série de parcs, dont le parc royal, voilà, donc c'est ce Léopold II qui donne un peu de prestige à cette petite zone tampon. Mais d'où est-ce qu'il tire l'argent? Eh ben, il tire l'argent, comme beaucoup de nations à l'époque, de ses colonies. Et hmm, donc on a une époque, hein, donc faut mettre dans le contexte, beaucoup de nations occidentales se mettent à
chercher et à avoir des colonies. Et qu'est-ce qui a inspiré Léopold II? Il y avait Henry Morton Stanley, hein, celui qu'on connaît, hein, Livingstone Stanley, qui se rencontrent. Euh, donc il était allé se promener, Stanley, en Afrique subsaharienne. mm, Et il avait rapporté un livre de là, donc qui faisait un peu état de c'est quoi ce continent, quelles en sont les richesses. Léopold II avait apparemment lu ce livre et s'était dit, oh, mais voilà-t-il pas un bel endroit de colonie possible pour mon petit royaume de Belgique? Et ce qui est tout à fait étonnant, parce que ça, c'est apparemment un cas à part, c'est que Léopold II est parvenu à faire du Congo sa colonie privée. Parce qu'il aurait pu avoir une colonie pour le royaume de Belgique, non, c'était mhm, sa colonie personnelle. Donc il s'est ok. enrichi personnellement là-dessus. Et il est parvenu à vendre ce projet aux autres nations. Donc pendant tout un temps, le Congo était la colonie personnelle de Léopold II. Et c'est pas du tout glorieux ce qui s'est passé dans la colonie du Congo sous Léopold II. Donc il faut imaginer que l'automobile commençait à se développer avec les pneumatiques. Donc John Dunlop avait trouvé comment avoir des chambres à air gonflables avec du caoutchouc. Donc il y avait une grande demande de caoutchouc et il y avait du caoutchouc du côté du Congo. Et donc, sans surprise, oui, on demandait une grosse production de caoutchouc pour pouvoir faire les pneus. Mais les conditions dans lesquelles les Congolais ont dû produire ce caoutchouc étaient assez inhumaines. Donc certains ont parlé de crimes contre l'humanité. Donc apparemment ça c'est allé un peu trop loin. Mais en tout cas c'était une forme d'esclavage où on ne prenait pas bien soin des gens qui produisaient le caoutchouc. Hein, l'idée c'était d'avoir surtout beaucoup de caoutchouc, tant pis si les gens s'épuisent à le produire. Mhm, Et donc, pour que ces Congolais ne s'enfuient pas, ce qu'on aurait pu comprendre, vu leurs conditions de vie quand même bien pénibles, on leur tirait dessus, mais comme il n'y avait pas assez de balles et qu'il fallait récupérer les balles et qu'il fallait avoir le compte des Congolais qui s'étaient enfuis, on s'est mis à couper les mains ou les pieds. Donc, je le dis comme ça, hein, mais c'est euh, c'est terrible. Hein. Donc, des mains et des pieds étaient coupés de Congolais qui avaient essayé de s'enfuir. Et puis on les récupérait pour dire voilà, voilà autant qu'on est parvenu à empêcher de s'enfuir. Donc, oui, je sais même pas quoi dire. Enfin, ça, dans mon livre, à un moment, j'écris c'est là, trois petits points, parce que mhm, après un truc pareil, c'est pas très bien comment faire la transition sur le propos suivant. ouais, Mais il y a, en tout cas, ces horreurs ont été dénoncées dans un livre, d'abord dans un poème qui s'appelait Les fantômes du roi Léopold. Donc, ça a été écrit en mhm, anglais. ok. Donc, le poème dit en anglais, en gros, si j'essaie de traduire librement, écoutez les cris du roi Léopold en enfer, alors qu'on lui coupe les mains et les pieds. Mhm, Donc, le poème imagine qu'on lui fait ce qu'il a fait à mhm, d'autres. Et puis, je crois que c'était ce siècle-ci, enfin en 1900 et quelques, que carrément à la fin des années 1900, un livre a été produit, justement Les fantômes du roi Léopold, une brique comme ça qui documente ce qui s'est passé durant cette période. Et le titre en est Les fantômes du roi Léopold. mhm, Donc, ce qui est intéressant de savoir, la Belgique, au moment de sa naissance, quand je dis qu'elle est née dans un bain de sang et un peu instrumentalisée, on va faire une zone tampon pour éviter enfin, que si des guerres doivent encore se reproduire, eh ben, qu'elle se livre sur ce petit territoire. Moi, je dis, il me semble que sur notre petit panier de naissance, c'est pas vraiment une bonne fée qui s'est penchée pour nous bénir, mais mhm, plutôt la fée Maléfice qui a dit, hein, on serait une petite zone tampon, mes fils. Mais donc, généralement, en psychologie, on voit ça. Si tu as été abusé, que tu n'as pas pu faire un peu de travail pour toi ou recevoir consolation, il y a des risques que tu reproduises l'abus sur autrui. Bon, le cas de figure, c'est les pédophiles. Souvent, un pédophile a malheureusement lui-même été
je dis souvent, c'est pas d'essayer seulement si, mais s'il a lui-même été victime de pédophilie et qu'il n'a pas reçu d'amour, de soins, il peut tendre à reproduire l'abus sur autrui. Mais c'est un peu pareil, la Belgique est née dans un bain de sang et abusée. Donc à un moment, comment est-ce que quelqu'un d'abusé à ce point-là peut se dire, c'est pas OK de faire couler du sang, mm, d'instrumentaliser le voisin et d'asseoir son profit et le fait d'être florissant sur le dos d'autrui, ben non. Donc voilà, on y va, on fait aux voisins ce qui nous a été fait. C'est pas OK du tout, hein. C'est pas parce que je le dis mm, comme ça que je trouve que c'est OK. C'est pas OK du tout. Mais donc, on a malheureusement reproduit, on a reproduit sur une nation fille, la Belgique ayant été nation fille aussi de nation européenne, l'abus dont on avait été victime. Maintenant, euh, porteur d'espoir. Et le propos suivant, c'est que quand même les Belges, ils sont conscients de leur histoire. Il y a une statue de Léopold II près du Parc Royal et du Palais Royal qui a été arrosée de pots de peinture rouge. Enfin, c'est pas seulement en Belgique, à plusieurs endroits, les gens se sont réveillés, on se dit cette période coloniale, on ne l'aime pas. Pourquoi est-ce qu'on doit honorer un roi qui a du sang sur les mains? Donc, il y a eu tout un mouvement pour dire c'est pas OK. Et du côté des milieux chrétiens, il y a eu un mouvement de demande de pardon. Donc, il y a eu pas mal de rencontres avec des représentants du Congo. Plus tard, il y aura le Rwanda, Burundi dans une moindre mesure. Là, c'est plus qu'on n'a pas vraiment bien protégé le Rwanda, le Burundi, alors qu'on avait aussi des liens avec, c'était nos colonies. Donc, c'est un peu ouais, c'est des siècles après, hein, c'est pas au même moment que le Congo, mais on n'a pas, je trouve, assumé nos responsabilités complètement face à ces États-là. Mais donc, il y a eu beaucoup de rencontres, de demandes de pardon entre des Belges. Ça se fait dans les pleurs, hein, donc ça commence, je demande pardon, et puis tout le monde est en larmes, on se serre dans les bras. Il y a aussi eu un de nos premiers ministres qui a là officiellement demandé pardon, c'était Guy Verhofstadt, il y a pour une vingtaine d'années, qui a fait une première démarche. Et récemment, notre roi actuel, Philippe de Belgique, qui à mes yeux est un bon roi, il est chrétien, donc catholique comme souvent en Belgique, mais je pense vraiment avec le cœur bien disposé. Il a écrit en son nom une lettre de, je ne sais pas s'il faut dire d'excuse, en tout cas, il a dit clairement que c'était pas du tout OK ce qui avait eu lieu, et il l'a fait en son nom parce que le gouvernement belge, on est avec des coalitions de partis assez variées, donc le gouvernement n'arrivait pas à se mettre d'accord sur est-ce qu'il fallait écrire cette lettre ou pas, donc le roi l'a fait en son nom. Avec, bien mm, sûr, il est obligé de soumettre ça à son premier ministre, hein, qui lui a dit OK. Mais donc voilà, qui a quand même là où je disais, si rien ne se passe, son temps à reproduire l'abus, ben là, il y a une démarche qui est en cours. mhm, Euh, il y a aussi Ignace de Marel, qui est un intercesseur flamand, qui avait pris sur lui d'écrire au roi, justement, mm, il y a des années pour aller dans ce sens-là. Il faudrait quand même voilà, penser à la réconciliation. Donc, il y a des choses qui se font. Ça peut encore aller plus loin, comme disent les Congolais, enfin les Aïrois aujourd'hui, se sont dit, oui, touchés par la démarche du roi, mais ils ont dit, pour aller plus loin, ce serait bien qu'il y ait aussi restauration. Donc, il y a une série d'œuvres d'art mm, venues du Congo qui sont dans nos musées à nous. Donc, c'était le musée de Tervure, était un musée du Congo, mais avec un discours un peu comme ça, colonialiste, hein, où tu peux présenter l'histoire avec le bon Belge courageux qui a amené la culture et les écoles au Congo. Et puis, ben, ça a été jugé comme vraiment trop paternaliste et trop loin de la vérité. Donc, il y a eu récemment, et il y a toujours une commission de réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait faire comme réparation mm, face, face au Congo. En tout cas, le musée est réouvert il y a pas longtemps et toute l'histoire a été remaniée. Et récemment, j'allais me promener au parc de Tervure et on fait leur apparition des petits pupitres qui expliquent que ici, dans le parc, et c'est exprimé en termes compassionnels, hein, mm, malheureusement, euh, un petit village congolais avait été reconstitué avec, dont on a fait venir des Congolais. On mm, montrait, hein, si je dis comme aux zoo, c'est assez terrible. Hein, ces pauvres mm, Congolais qui viennent d'un pays chaud étaient en Belgique où il ne fait pas trop chaud, là, dans des huttes, dans un parc, pour que le Belge puisse voir
à quoi ressemblait un Congolais. C'est épouvantable. Ils sont morts, les pauvres, la plupart sont morts parce que c'est des conditions de vie météorologiques trop différentes de celles qu'ils connaissaient. Mais aujourd'hui, la Belgique reconnaît sa faute. Hmm. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est le début. C'est bien. Il en faut. Et Oui. aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de la place de la Belgique dans l'Europe et puis dans l'Union européenne, qui sont deux choses différentes? Mhm. Alors, euh, c'est intéressant hein, qu'un petit pays né comme zone tampon pour faire que s'il faut se disputer, ça puisse être canalisé sur cette petite zone, en arrive à être celui qui devient l'hébergeur de l'Union européenne. Mhm. Moi, je dis que notre petit pays remplit quand même bien sa mission d'être une zone tampon. Donc aujourd'hui, les guerres sont plus des guerres comme au temps de Napoléon. Ce sont des guerres de quotas laitiers, Hmm. de poissons, de tonnes de poissons que chaque État peut pêcher. Ça se négocie âprement. Ce sont des guerres économiques qui ont Hmm. lieu à Bruxelles, la capitale de la Belgique et la capitale de l'Union européenne. Et donc, nous continuons à fonctionner comme zone tampon pour l'Europe. Alors, donc c'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale hein, que s'est posée la question de, encore une fois, plus jamais ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hmm. Faisons une communauté économique européenne, au début 6 États, Benelux, France, Italie, Allemagne, je crois. Et puis la question de où est-ce qu'on va mettre les institutions européennes. Au début, il y avait 3 villes principales où il y avait des institutions européennes, parce que donc ils essayaient d'être justes et de partager entre nations. Il y avait La Haye, et il y a toujours une série aux Pays-Bas d'institutions européennes. La Cour de justice est à La Haye, la Banque centrale européenne, je pense. Donc il y a une série d'institutions qui sont encore aux Pays-Bas. Alors il y a Strasbourg, chez vous en France. On se partage le siège du Parlement européen. Donc chez vous, il y a une architecture qui ressemble à la tour de Babel, je dirais, à Strasbourg. Et chez nous, à Bruxelles, il y a une architecture qui ressemble au Caprice des dieux. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que ça a la forme de votre camembert. Mais ça en dit long, ce Caprice des dieux, au pluriel et sans majuscule. Et à la base, ça s'équilibrait entre nos 2 villes, Bruxelles et Strasbourg. Donc le Parlement, une fois sur 2, je pense, siégeait à Bruxelles, l'autre à Strasbourg. Et puis, comme il faut imaginer des camions bougeant des parlementaires et des tonnes de dossiers avec le risque de les perdre, à un moment, ils se sont dit, ce n'est pas très durable, comme solution pour 1000 raisons, hein, aussi, j'imagine, écologiques. Ça n'a pas beaucoup de sens de fonctionner comme ça. Donc, aujourd'hui, la répartition est les sessions plénières ont lieu à Bruxelles et vous avez des sessions, je ne sais pas comment on appelle les non plénières, mais donc il y a des sessions qui se tiennent à Strasbourg, mais Des qui ne sont pas commissions? les. Je ne sais pas. C'est d'autres sessions qui ont lieu chez vous. Mais donc, juste pour dire que plus de choses sont regroupées aujourd'hui à Bruxelles. Donc, c'est pour ça que Mhm. quand un pays n'est pas content avec les décisions prises par l'Europe, il dit c'est la faute à Bruxelles. Je me dis, bah, c'est pas une manière de nous bénir. Non, c'est pas nous. Il se fait qu'on est la capitale de l'Union européenne, mais c'est pas la faute à Bruxelles. Tu comprends? C'est la faute à l'Europe, hein. Donc, mais voilà. Donc, c'est souvent, voilà, aujourd'hui, Europe, Bruxelles, souvent, quand tu écoutes les journalistes qui font un rapport sur un sommet européen, ils disent Bruxelles a décidé. Non, c'est pas Bruxelles qui a décidé. Donc, voilà comment, encore une fois, ce territoire se trouve dans le prolongement de Charlemagne, dont on avait parlé, qui Hmm. avait déjà un petit noyau d'Europe dans son cœur. Ça se rejoue sur le même territoire. On va finir par se dire que c'est manque de bol ou opportunité merveilleuse, ou que quelque part dans l'appel de la Belgique, censé de voir les nations toutes un peu une destinée à remplir, ben, c'est la destinée de ce territoire de faire se rencontrer les nations et Hmm. d'essayer de faire que ça se passe bien. Je vais dire comme ça. Bon, si on regarde d'un point de vue géopolitique ou stratégique,
donc, ils ont considéré différentes villes hein, où mettre leur capitale de la communauté économique européenne. Et Bruxelles présentait plein d'avantages. Le centre était assez central, avait de bonnes voies de communication et une capacité de loger ces centaines, voire milliers de fonctionnaires qu'il allait bien falloir accueillir. Et donc, s'ils venaient, il allait falloir avoir du logement en suffisance. Par ailleurs, comme on est sur la frontière linguistique, déjà on parlait des langues germaniques et romanes Hmm. à Bruxelles, donc je pense que tout ça a joué pour que cette ville soit retenue pour faire capitale d'aujourd'hui 27 nations. Alors, tu l'as déjà montré un petit peu tout à l'heure, mais tu peux le remontrer. Tu as écrit un livre, et ce livre, il a pour but d'aider les chrétiens de Belgique à mieux connaître et prier pour leur pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, attends, alors je remonte un livre, je sais pas, je vais peut-être le mettre plus proche de l'écran parce que je ne sais pas ce que vous envoyez. Donc, le livre s'appelle Belgique revient à la vie. Hmm. Guérir le cœur de l'Europe. Pourquoi Belgique revient à la vie? Donc, l'hymne national belge a comme particularité d'avoir comme parole forte, après des siècles et des siècles d'esclavage, le Belge, sortant du tombeau, a reconquis par son courage son nom, ses droits et son drapeau. Donc, je trouve qu'on y lit toute l'identité incertaine d'une zone tampon qui va devoir retrouver son nom, c'est-à-dire qui je suis, je ne sais pas trop, ses Hmm. droits, quand tout le monde m'est passé dessus, me voilà zone tampon, et son drapeau. Bah oui, le drapeau, c'est aussi un élément, un symbole d'identité. Et donc, euh, avec, parce qu'en fait, j'ai écrit le livre initialement en anglais. Parce que c'était pas seulement pour que les Belges connaissent l'histoire de leur pays. Ça, c'est bien Ah, nécessaire. Nous, on a ici à Bruxelles beaucoup de ministères internationaux qui passent pour nous bénir, pour nous enseigner euh, ou pour prier. Mais alors, c'est toujours intéressant. Donc, après, euh, parce que comme je suis bilingue français-anglais, souvent j'interprète ces gens. Et puis quand ils ont fini, ils me disent, mais au fond, Hélène, Déborah, quelle langue on parle dans ton pays? Et je me dis, comment? Ils sont venus ici, ils ont prêché, ils ont partagé, ils ont prié, et ils sont pas tout à fait au clair avec qui nous sommes et quelle langue on parle. ouais. Et donc, on a des journées nationales de prière pour la Belgique, coordonnées par Ignace de Marel de Pray for Belgium. Et donc, chaque année, on prie sur quel doit être le thème. Là, c'était en 2020, c'était durant le Covid. Et on avait l'impression que le thème de cette journée de prière devait être pour un temps comme celui-ci. Mhm. Et les francophones, donc encore une fois, il y avait Jean-Antoine et d'autres amis que j'avais rassemblés pour qu'on propose ensemble un sujet, y compris ensemble dedans. C'est un peu tout le but de ce genre de journée. Et donc, on avait l'impression qu'il fallait prier dans la blessure de naissance de la Belgique. Euh, et donc, comme c'était sur Zoom, on avait non seulement des intercesseurs belges, mais on avait des intercesseurs de plein de nations qui étaient là. Soudain, sur Zoom, on pouvait inviter des gens d'au-delà de nos frontières. Et quand ils ont entendu ce partage sur la blessure de naissance de la Belgique, ils ont dit, mais il faudrait mettre ça par écrit parce qu'en Hmm. fait, nous, on ne sait pas. On ne connaît pas bien la Belgique. Et donc voilà la raison pour laquelle j'écris le livre initialement en anglais, pour que les intercesseurs internationaux puissent comprendre ce qu'étaient les défis de ce pays. Aussi, ça évitait OK, tu veux écrire un livre sur ton pays, mais il y a deux langues dans ton pays, voire trois. Donc, l'idée n'était pas de blesser mes amis flamands. Ik spreek Nederlands. Hein. Donc, je voulais. C'était assez délicat comme choix. On écrit un livre sur la Belgique, dans quelle langue? Donc, en l'écrivant en anglais. Et c'est souvent, finalement, la Belgique finit par fonctionner. Enfin, à Bruxelles, on finit très souvent par fonctionner en anglais, qui devient un peu comme le latin, notre lingua franca, où finalement, le belge francophone comprend parfois mieux l'anglais qu'il ne comprend le flamand, et le flamand comprend certainement, presque bilingue flamand-anglais, comprend mieux l'anglais que le français. Donc Hmm. voilà, mais donc la question se posait, est-ce que je dis Belgique sort du tombeau? Parce que donc, c'est pas moi qui ai traduit mon livre, c'est une amie qui s'appelle Patricia et
du côté de Genève. Elle avait proposé Belgique sort du tombeau. Je lui ai dit oui, c'est bien, vu notre hymne national, mais Reviens à la vie est plus positif. Donc je préfère, ça Mm. dit la même chose, mais j'aime mieux Reviens à la vie. Et pour parler un peu plus de cette blessure de naissance, donc, mon ami Jean-Antoine, que je cite beaucoup, mais il a écrit l'appendice sur. Donc, en fait, ce livre a comme intérêt non seulement ce que j'y raconte, mais il y a une préface de Anne Hamilton qui Mhm. enseigne pas mal. Donc, elle est mon éditrice, mais elle est un auteur à part entière sur les stratégies du seuil et les principautés qui sont présentes sur les pays. Donc, ça, c'est un peu cutter edge, comme cutting edge, hein, on dirait, c'est pas tout le monde qui a envie de lire ces livres, mais si on est intéressé par l'intercession, ce sont vraiment des livres intéressants. Anne Griffith, qui connaît bien la Belgique, a aussi écrit sur la greffe de peau de la Belgique, est-ce que la greffe va prendre ou pas. Et Jean-Antoine a écrit la postface. Donc Jean-Antoine, il n'est pas seulement auteur, il est psychologue. Et donc on a discuté ensemble, c'est quoi une blessure de naissance et quelles sont les conséquences d'une blessure de naissance. Alors, donc, comme je rappelle, on est né dans un bain de sang en 1815. Ça sanguinole de tous les côtés. Toutes les nations sont réunies sur le territoire. On fait de nous une zone tampon. Si on cherche dans la Bible, à quel endroit il est parlé d'une naissance douloureuse dans le sang, eh bien, on trouve ça en Ézéchiel 16, les versets Mhm. 4 à 6. Je vais peut-être les lire parce que ça donnera. Je dis toujours, mon livre n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'histoire spirituelle. Donc, il y a des tas de bons bouquins sur la Belgique, même bien meilleurs que le mien en termes historiques. Mais pour la partie spirituelle, il n'y a pas grand-chose qui a été écrit. Et Mhm. donc, je vais juste me permettre de lire Ézéchiel 16, si tu es d'accord, Tout les à fait. quelques versets, qui dit donc au verset 4, au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical, personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans des linges. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services. Au jour de ta naissance, on t'a pris en dégoût et tu as été jeté au milieu des champs. Donc, il faut savoir que Waterloo est par ailleurs au milieu des champs. Mhm. J'ai passé près de toi, je t'ai aperçu te débattant dans ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives même au milieu de ton sang. Oui, je t'ai dit, il faut que tu vives même au milieu de ton sang. Mm. Euh, et moi, j'ai été très réconfortée de voir que le cas de figure était prévu dans la Bible, que le Seigneur sait bien. Donc, dans quelles circonstances on est né ou dans quelles circonstances une nation est née. Et donc, il y a une Mhm. intercesseuse, je la cite dans mon livre, qui a écrit un livre elle-même, Béatrice Gaillet, et elle dit, il en va des nations comme des individus. Donc, comme un bébé peut être né dans le sang, dans des circonstances défavorables, ben, une nation peut être née dans le sang dans des circonstances défavorables et les Mm. symptômes sur l'individu sont pas tellement différents des symptômes qu'on va observer sur la nation. Donc, pour être plus concret, le cas le plus fréquent qu'on cite, c'est un petit bébé qui est né avec son cordon ombilical enroulé, enfin, qui se présente pour la naissance avec son cordon ombilical enroulé autour de son cou. En fait, chaque fois qu'il pousse pour aller vers la vie, il s'étrangle. Donc ça, c'est Jean-Antoine, qui est psychologue, qui a creusé avec moi le propos, qui est, donc, le bébé, il pousse, donc, notre Dieu, il sait pourquoi les enfants naissent, hein. Donc, ils acquièrent une vigueur aussi en poussant. Il y a un système neuromusculaire qui se développe, et donc, normalement, ces efforts qu'ils font pour sortir, ça les amène vers la vie. Sauf que si ton cordon Mm. est autour de ton cou, chaque fois que tu pousses, tu manques mourir. Et donc, ça peut inverser ton réflexe de vie et ton réflexe de mort. Aller vers la vie semble ne pas être une joie entière, si je peux dire. Mhm. Euh, et, et donc, si on lit ça, donc la Belgique, elle est née comme elle a pu, comme je dis, là, voilà, mais vit dans ton sang, 1815, puis on ne le sent quand même pas tout à fait, la greffe ne prend pas, on jette les eaux d'or, 1830, avec ensuite les Liégeois qui aiment toujours bien fêter la fête nationale française.
Bardewever, notre politicien flamand qui a beaucoup de succès, qui dit ah, moi je serai heureux quand la Flandre se rejoindra aux Pays-Bas. Donc c'est pas une naissance où l'enfant est si heureux d'être apparu dans la famille. Hmm, Euh, et donc la Belgique, pendant longtemps, donc il y a une journée nationale contre le suicide. La Belgique, dans les statistiques de nations européennes, apparaissait pendant très longtemps comme numéro un. Le Belge se suicide énormément. Euh, Généralement, parce que donc j'écoute beaucoup la radio dans la voiture et j'étais souvent en ligne à entendre lors de cette journée les statistiques et je me disais mais on finit de nouveau numéro un ici avec le pompon du taux de suicide pour l'Europe et c'était toujours suivi du commentaire et on ne sait pas pourquoi parce que le Belge a suffisamment de soleil. Hein. Généralement, les gens du Nord ont des taux de suicide assez élevés parce qu'ils manquent d'ensoleillement. Donc, ça agit sur leurs hormones, je pense. Donc, voilà, ça, c'est une raison pour laquelle il peut y avoir un taux de suicide élevé. On manque de lumière ou on est dans une détresse économique crasse. Donc, là aussi, on est désespéré, on n'a pas à manger. Et donc, ils disaient toujours, mais non, mais le Belge, il est prospère économiquement et il a assez de soleil. Enfin, pas assez par rapport à Nice, mais en suffisance. Donc, on ne sait toujours pas pourquoi le Belge se suicide beaucoup. Et donc, cette histoire des conditions de naissance où ça n'a pas été donc le France peut-être que le Belge est devenu que Bruxelles est devenue la capitale de l'Union européenne parce que notre sentiment national est extrêmement faible. hmm, Le Belge, contrairement à l'anglais, au français, l'espagnol, n'est pas nécessairement fier d'être belge et n'a pas un sentiment d'identité. Souvent, il faut lui rappeler que Charlemagne est né chez lui. Il faut rappeler aux Français que Jacques Brel est un poète belge. Donc, donc le Belge n'a pas ce sentiment national extrêmement fort. Oui, donc un bon sentiment identitaire contribue quand même aussi à être en bonne forme et en bonne santé. Donc hmm, nos conditions de naissance nous ont pas vraiment mis dans la joie au moment de la naissance. Et donc c'est pour ça que dans l'intercession, on a pas mal prié et on continue à prier dans les conditions de naissance. Après, la Première Guerre mondiale a refait un bain de sang, la Seconde Guerre mondiale a refait un bain de sang. Donc il y a beaucoup de sang qui a coulé et on sait que le sang crie. Donc le sang crie jusqu'à ce que, si mon peuple appelé par mon nom de Chronique 7,14 s'humilie, cherche ma hmm, face, là, je viendrai, je guérirai. Donc on est encore occupé avec ça. Juste avant le Covid, la Belgique était repassée en numéro 2 du taux de suicide. Je me disais, chic, nos prières ont joué. Alors évidemment, avec le Covid qui n'a fait bien au moral de personne, on était remonté en 1, je ne sais plus où on est. Mais hmm, donc un autre, je ne creuserai pas ce thème, mais la franc-maçonnerie qui est très présente en Belgique, puisque quand mhm, on est né contra, hein, donc on achetait les Hollandais dehors. Les Hollandais étaient principalement protestants, donc le Belge se dit, moi je ne veux pas être comme le Hollandais, donc je serai catholique, ou si je ne crois pas en Dieu, ben, je serai athée ou alors au départ, la franc-maçonnerie il y avait des chrétiens francs-maçons, mais avec le temps, donc on est en gros en Belgique, nos universités sont l'université catholique de Louvain ou l'université libre de Bruxelles, libre comme franc, c'est une université franc-maçonne. Donc on est un hmm, peu enfin, si on est protestant, c'est pas très simple de choisir est-ce que je vais à l'université catholique ou je vais chez les francs-maçons. Je ne sais pas, mais je vais quand même devoir choisir. Et la franc-maçonnerie, je ne vais pas du tout entrer dedans maintenant, mais généralement, les fruits de la franc-maçonnerie, c'est suicide dans les familles, enfin voilà, mort prématurée, ça n'abonde pas dans la joie de vivre, on va le dire mhm. comme ça. Euh, Merci beaucoup pour tout ce travail, pour cette transmission, le temps que tu as pris aussi pour nous le transmettre aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je mettrai en description de cette vidéo l'endroit où nos éditeurs peuvent se procurer ce document pour en apprendre plus sur ce pays que tu aimes tant et que nous Mhm. avons besoin de tous redécouvrir, puisque, comme tu l'as si bien dit, c'est le cœur de notre Europe et aussi aujourd'hui notre Union européenne.
Donc, il faut penser à prier et à penser à Bruxelles, pas que quand on doit râler sur l'Union européenne, mais aussi on peut bénir Bruxelles et les Bruxellois. Mais oui. Euh, Merci beaucoup pour tout ce temps et ce travail. Et à bientôt pour un prochain livre, peut-être? Oui, c'est toujours le but. Un auteur ne se dit jamais j'ai fini, c'est le dernier. Donc oui, pour un prochain livre. Amen. Alors, à très bientôt. Merci David. Et je bénis la francophonie en passant. J'aime beaucoup la Suisse, j'aime beaucoup la France, les îles. Soyez bénis. Et au plaisir d'entendre l'histoire d'autres bouts de la francophonie moins connus. Amen. À bientôt. Ciao.